Et salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment réussir ta vie en apprivoisant 4 morts différentes. Ça va pas prendre longtemps, ça va être cool, ça va être fun, il suffit de t'attraper un café et on y va. C'est marrant, hein, tu vois. La plupart des gens n'aiment pas parler de la mort. Parce que, déjà, il y a quelque chose de très définitif dans la mort, qui fait peur aux gens. Et parce que la plupart des gens n'aiment pas les fins. On n'aime pas la fin des séries, on n'aime pas parfois la fin d'un concert, on n'aime pas la fin d'un bon moment. Et la plupart des gens ont peur de ça, ont peur de la mort. C'est à un point tel qu'en ce moment, il y a une trend, enfin en ce moment, ça fait 2 3 ans qu'il y a une trend, il y a une mode dans les mangas, les manhwas, et tous les trucs comme ça, de renaissance, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'isekai. C'est quoi? C'est le personnage principal meurt d'une certaine manière, et généralement injuste et imprévu, et se retrouve soit quelques années en arrière, soit dans un monde parallèle. Les gens détestent la mort à ce point-là. Alors qu'en vrai, quand tu gères bien la mort, tu gères bien ta vie. Laisse-moi te raconter. La plupart des gens que tu vas rencontrer, qui ont une forte conviction, refusent de laisser mourir leur pensée et s'identifier à cette dernière. Leur pensée, à eux, leur identité. Ce que j'appelle, moi, la cristallisation de l'identité. Moi, je suis comme ça. Moi, je pense qu'il faut voter de telle manière. Je pense qu'il faut croire en tel Dieu. Je pense qu'il faut croire en telle cause. Je pense qu'il faut... Non. Ça, c'est ce qu'on appelle une identité cristallisée. Un cristal, c'est dur. Mais le problème, c'est que du coup, à certains moments, tes pensées deviennent des limites. Alors, c'est bien d'avoir des limites, c'est bien d'accepter ou de ne pas accepter certaines choses dans le monde. Ok. Et en même temps, certaines de ces limites deviennent littéralement des boulets, des frontières, des choses que tu n'arrives pas à dépasser. Et pour moi, la première mort qui est intéressante à examiner, c'est la mort de la pensée. Quelles pensées j'ai eu à un moment qui étaient utiles et sont maintenant inutiles? Quel concept, quelle croyance a été utile à un moment et ne l'est plus maintenant? Par exemple, je te prends un exemple de daron, mais puissance 1000, mon fils qui va sur ses 6 ans, pendant un moment, on a intégré en lui la croyance qu'il fallait pas qu'il se baigne sans qu'on soit dans l'eau. Parce que c'était utile pour lui, il allait crever en se noyant, le minot. Mais dans les faits, maintenant qu'il sait à peu près nager, la croyance qu'on est en train d'installer, c'est tu es capable de nager quand tu n'as pas pied, tu es capable de flotter et tu as le droit de te baigner en ayant un adulte à côté de la piscine et pas dedans avec toi à 1 mètre. Parce que c'est plus un caillou qui tombe au fond de la flotte, quoi. Donc on est en train de faire évoluer sa pensée. Donc on est en train de tuer la notion de s'il n'y a pas d'adulte dans l'eau, tu ne peux pas y aller. Mollo mollo quand même, parce que bon, ça nous intéresserait d'avoir un enfant qui grandisse bien et tout ça, tout ça. Mais en fait, il y a des croyances qu'on doit faire évoluer. Il y a des croyances qu'on doit tuer pour laisser la place à autre chose. J'ai donné un exemple très con, hein, on connaît tous un Jean-Mi, quelqu'un qui te dit ouais mais attends, moi j'ai toujours fait ça comme ça. De toute façon, c'est la bonne manière de faire les choses. Ah ouais, t'as essayé d'autres manières? Ah non, non, jamais essayé d'autres manières, mais moi je sais que c'est la bonne manière de faire les choses. Et ben voilà, quelqu'un qui est engoncé dans ses croyances, qui est enfermé par sa pensée, qui ne pense pas autrement, qui n'arrive pas à penser d'une autre manière. Mais tu vois, cette personne-là, elle est en train de se faire baiser et elle va avoir une vie par défaut. Parce que sa vie, son plan de vie, ses ambitions, même juste ce qui le fait kiffer, va être limité par sa pensée. Et en fait, ça, c'est un putain de sujet, en fait. Parce que ce qu'on pense crée notre réalité. Et notre manière de penser influence notre manière de percevoir certaines opportunités. Ça influence aussi notre manière de percevoir certaines situations. Et en fait, on se fait avoir à chaque fois. Si on se laisse limiter par notre pensée, alors notre pensée devient un filtre de perception, ce qu'on va appeler entre toi et moi un filtre perceptuel, qui va nous baiser la gueule. Et ouais. Et là, je te parle juste de la pensée. Donc, ce que tu considères comme juste au niveau politique, ce que tu considères comme juste au niveau business, ce que tu considères comme juste au niveau familial, oui, bien sûr. Mais pas que. On va aussi parler, par exemple, de tes croyances limitantes. Je suis capable de, je ne suis pas capable de. Je crois que,
Le monde, c'est ça. Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Toutes ces croyances-là, si tu ne t'autorises pas à en tuer certaines pour évoluer, alors tu es condamné à stagner, à minima au niveau de ta pensée. Et le problème de la stagnation au niveau global, c'est quoi? C'est que, en fait, on ne sait pas stagner. On ne peut pas stagner. Soit on progresse, soit on régresse. La stagnation n'existe pas dans la nature. N'importe quel organisme est en évolution ou en décrépitude. N'importe quel biotope est en vie ou n'est pas. Et notre pensée, c'est pareil. Notre pensée doit être évolutive. Notre pensée, elle doit être interrogée. À certains moments, on doit dire, est-ce que je pense toujours comme ça? On attend de moi, les gens autour de moi attendent que je me comporte et que je pense de telle manière. Mais est-ce que c'est toujours moi? Est-ce que c'est toujours moi de monter sur une barricade et d'être en première ligne de certaines manifestations alors que finalement, ma pensée est plus nuancée qu'avant? Est-ce que c'est toujours moi d'être un papa poule alors que mes enfants m'ont bien prouvé qu'ils étaient capables de faire autrement, qu'ils étaient capables par eux-mêmes? Est-ce que c'est toujours moi d'être un mari prévenant et ainsi de suite? Alors, pour certaines, oui, pour certaines, non. Et en fait, clairement, bah, si tu n'interroges pas ta pensée, tu resteras toujours au même niveau. Et c'est OK dans certains domaines, peut-être pas bon dans d'autres. Ça, c'est la première mort sur laquelle je voulais t'interpeller. La mort de ta pensée. Comme pour que ta pensée évolue, il faut qu'il y ait de la place. Et pour qu'il y ait de la place, il faut que tu acceptes de te détacher de certaines pensées que tu avais avant. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ça, c'est très lié. D'ailleurs, je disais, les gens s'attendent, les gens autour de toi s'attendent à ce que tu penses et à ce que tu te comportes d'une certaine manière. Deuxième pensée, c'est les comportements. Dans certains cas, nos comportements sont attendus des gens autour de nous. Tu sais, on a tous une situation, les gens disent, tiens, je me serais attendu à ce que tu t'énerves là sur ce coup-là, ou à ce que tu sois triste, ou à ce que tu partes, ou peu importe. Ouais, mais c'est plus moi. Et en fait, ça, c'est un truc très intéressant qui est qu'on devrait apprendre à tuer certains comportements, à voir la mort de certains comportements comme étant l'opportunité de créer quelque chose de plus intéressant à la place. Et non pas comme étant quelque chose qui va nous manquer ou quelque chose qui va nous déstabiliser. Alors évidemment, il y a des comportements qui vont te manquer et te déstabiliser. Un exemple essentiel, c'est respirer. Si tu respires pas, forcément, tu vas avoir un problème. Donc ce comportement-là, on va le garder. Par contre, rien ne t'empêche d'essayer d'atteindre un objectif de plusieurs manières, en changeant de comportement. Un exemple très simple, c'est celui de se mettre au sport. T'as des gens qui vont dire, ouais, moi, il faut que je fasse du vélo, c'est le vélo qui me plaît. Ok, c'est le vélo qui te plaît. Mais t'as essayé autre chose? Ouais, j'ai essayé la course à pied, la natation, j'ai essayé l'escalade, la randonnée, le machin, le bidule. Finalement, moi, ce qui me plaît, c'est le vélo. Donc cette personne, de l'objectif se mettre au sport et faire du sport, bouger son cul, elle a essayé plusieurs trucs et elle a déterminé que le vélo était ce qui lui plaisait. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse du vélo tout le reste de sa vie? La réponse, bah pas vraiment. C'est plutôt qu'il faudrait que cette personne, de temps en temps, goûte à un autre sport juste pour voir. Et c'est pas pour arrêter le vélo, pas dans ce cas-là, pas nécessairement, mais c'est juste au cas où. De la même manière, tu vois, je te prends mon exemple perso, il y a 15 ans en arrière, tu me disais cours, je te disais je ne courrais que si je suis pourchassé. Zombie, chien, foule en colère, peu importe. Mais tu me feras pas courir autrement. Là, je sais que quand je vais terminer cette vidéo, je vais me mettre en tenue de sport et je vais aller courir et je vais être très content. Parce que j'ai laissé mourir un comportement qui était, moi, courir jamais, pour mettre à la place un comportement plus utile pour ma santé et pour mon système cardiovasculaire qui est va courir frérot, ça va te faire du bien. Et en fait, c'est quoi? C'est très con, mais accepter de laisser mourir certains de ces comportements, c'est encore une fois accepter de ne pas être défini par nos comportements simplement, mais par notre capacité à créer les comportements qui nous sont utiles et qui nous font plaisir. Un autre exemple que j'ai envie de te donner autour des comportements qu'on doit arrêter et qui sont au service d'un objectif, j'aimerais parler d'un sujet génial qui est le végétarianisme. Alors, je suis pas végétarien, moi. Par contre, j'ai plein de gens autour de moi qui sont végétariens et qui le sont devenus de plein de manières différentes. L'une de ces manières-là, c'est quoi? C'est l'arrêt brutal. Ça a bien marché pour certaines personnes, ça a moins bien marché pour d'autres personnes. Une autre manière, c'est un arrêt progressif. Pourquoi pas? Et il y en a qui ont décidé d'arrêter, mais en étant suivis par des nutritionnistes ou autres, parce qu'ils avaient un système
biologique, une biologie personnelle, qui faisait qu'ils avaient besoin d'être suivis. En vrai, c'est quoi? Tant que ça correspond à leurs objectifs personnels de ne plus manger de viande, de ne plus être dans la cruauté animale, vas-y. Mais par contre, te laisse pas baiser par un comportement. C'est-à-dire, très simplement, si arrêter la viande d'un coup sec, c'est pas bon pour ton organisme, recommence à manger de la viande le temps de te rétablir et arrête d'une manière plus saine. Si tu t'entêtes, tu risques d'avoir la vitalité d'un navet bouilli et c'est pas très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à ne plus manger de viande en ayant l'énergie que tu veux au quotidien pour faire ce que tu veux au quotidien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des personnes qui disent ouais, moi je suis végétarien coûte que coûte. Ouais, et t'en as qui disent moi je suis végétarien et je vais le faire d'une manière qui soit saine pour moi. Ce sont des comportements là, hein. Et ces comportements-là, on peut les interroger, on peut les jouer, on peut les faire jouer différemment, tu vois. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on s'interdit de jouer avec nos comportements, avec certains de nos comportements, tout simplement parce que ils deviennent part de notre identité. Alors que si on tue, si on accepte la mort de certains de nos comportements, alors on devient un outil au service de notre vie. Nos comportements deviennent des outils au service de notre vie. Je te donne un exemple très très business. Tu as un bouquin où dedans on te parle du rôle du CEO, je ne sais plus comment il s'appelle, je te mettrai la ref en description, et on parle de Wartime CEO et de Peacetime CEO. Le Wartime CEO, c'est quelqu'un qui va pousser son équipe, qui va entraîner son équipe à être très dans la progression, dans l'expansion, mais dans l'expansion brutale et de force en quelque sorte. C'est-à-dire, on va chercher de nouveaux clients, on va chercher de nouveaux marchés, on va chercher de nouvelles features, et on y va, on y va, on y va, et on pousse fort. Et après, tu as le CEO, le temps de paix, le Peacetime CEO, qui est quoi? Qui est celui qui va stabiliser la qualité, stabiliser la réputation, développer l'influence calmement, pour au final créer pas un plateau, mais en tout cas une zone de progression beaucoup plus lente mais beaucoup plus stable où les gens vont pouvoir se reposer, où les gens vont pouvoir avoir un autre comportement plutôt axé peut-être sur la qualité de rendu que sur la quantité et la rapidité de rendu. Et bien tu vois, ça, ce sont deux schémas de comportement très différents et très complémentaires. Et tu as des gens qui arrivent à passer d'un mode CEO de temps de paix à un mode CEO de temps de guerre. Et ces personnes-là, elles acceptent de laisser mourir certains de leurs comportements pour sauver le projet au global. Et donc ma question, c'est quel comportement tu pourrais laisser mourir pour sauver ton projet de vie au global. Parce que les gens sont très forts pour faire des to-do list, mais les gens ont beaucoup plus de mal à faire des to-stop list, des listes de choses à arrêter de faire. Je t'invite à imaginer quel comportement tu devrais arrêter pour progresser. Typiquement, dans les comportements à arrêter, je peux te donner un exemple personnel, il faudrait que j'arrête de me laisser distraire par certains sites en systématisant l'utilisation d'un bloqueur de sites que j'ai déjà sur mon ordi et que j'oublie d'utiliser. Voilà. Tu vois, ça, c'est très con, mais c'est un comportement que je peux laisser mourir, ou que je peux en tout cas compenser grâce au bloqueur. Et tu vois, c'est pas toujours grand chose, mais ça peut aider. Un autre truc qui peut aider aussi, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Je sais que j'ai des copains qui sont très focus, très capables de se concentrer et qui du coup me montrent l'exemple. Et à côté, j'ai des copains qui sont éparpillés façon puzzle et qui me montrent un autre exemple. Et en fait, ça, bah, tu vois, typiquement, les relations, l'entourage, c'est la troisième mort. Or, tu vois, dans notre vie, il y a des relations qu'on doit laisser mourir. Alors, je sais pas si je devrais mettre un trigger warning. En même temps, je sais pas combien vous allez être à voir cette vidéo. Mais voilà, on va parler de trucs pas cool dans les 5 prochaines minutes. Mais il faut que tu les entendes. Dans ta vie, il y a des personnes qui ne sont pas là pour toi, qui sont pas saines pour toi. Et ces personnes-là, il faut t'en séparer. Ça peut être des amis, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être ta famille, peu importe. Laisser mourir certaines relations, ne plus faire l'effort est peut-être la meilleure chose à faire. On a tous autour de nous des gens qui sont néfastes, qui au lieu de nous encourager, nous enfoncent, qui au lieu de nous aider, nous laissent galérer à certains moments, et qui au lieu de nous laisser galérer au moment où on peut, nous, nous empêchent juste de faire. Ne fais pas ça, c'est pas toi. C'est pas pour toi.
Est-ce que c'est pas pour moi ou est-ce que tu as décidé que c'était pas pour moi? Ces relations-là, elles sont compliquées. Parce que là, on parle quand même, on peut parler d'amis, on peut parler de la famille, et en fait, c'est pas évident. C'est des gens qu'on côtoie depuis des années. Mais cette personne avec qui tu étais ami au lycée, est-ce que vous vous entendez toujours autant? Est-ce que vous avez toujours autant de qualité dans vos interactions, d'échanges? Est-ce que cette personne elle est toujours là pour toi de la bonne manière? Et est-ce que toi, tu es toujours là pour elle de la bonne manière? Parce que c'est à ça que ça se résume au final, une bonne relation. Et est-ce que cette personne, elle te permet d'aller chercher une autre manière d'être pour toi? Quelque chose qui correspond plus à tes aspirations profondes. Et est-ce que tu lui permets la même chose? Parce qu'en fait, les relations, c'est ça à la base. Imagine, tu as un médecin. Ça fait des années qu'il te connaît, il te soigne très bien, mais tu as un problème très spécifique, une allergie de la peau, peu importe, on s'en fout. Il faut que tu ailles voir un dermato. Ça ne te dérangerait pas de trouver une personne plus spécialisée parce que c'est un besoin très spécifique. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que tu demandes aux relations, aux gens avec qui tu es en relation au quotidien, au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau professionnel? Et est-ce que ces besoins sont remplis, sont satisfaits? Parce que si la réponse est oui, génial. Si la réponse est non, pourquoi? Pourquoi tu te fais chier à avoir des personnes toxiques autour de toi? Pourquoi tu te fais chier à avoir des personnes qui t'empêchent de rêver et d'aller vers ce qui compte pour toi? De trouver ton équilibre et de satisfaire ton ambition. C'est le nom de cette putain de chaîne quand même. Équilibre et ambition. Parents et entrepreneurs, équilibre et ambition. C'est pas compliqué la vie. T'es parent, t'es entrepreneur, peu importe. T'as besoin d'un équilibre et t'as envie de satisfaire tes ambitions. Est-ce que les gens qui sont autour de toi te permettent d'exprimer pleinement tes ambitions, qui ne sont pas nécessairement des ambitions professionnelles ou pas nécessairement des ambitions chiffrées, de réussite, de richesse et autres? Ça peut être juste, moi tu sais quoi, je veux une boîte qui tourne comme il faut et je veux avoir le temps de partir et la sérénité de partir en week-end sans y penser et sans mon ordi. Et si je pars une semaine sans ordi, je pars une semaine sans ordi, ça se passe bien. Ben, tu vois, ça, c'est une ambition. Et est-ce que les gens autour de toi te soutiennent dans cette ambition-là? J'ai pas la réponse, mais toi, tu l'as. Et si la réponse te plaît pas, pourquoi tu gardes ces relations? Il y a cette phrase de start-upper là, que j'aime pas trop, tu sais, la fameuse si dans la pièce, t'es la personne la plus intéressante, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. Je la déteste et je l'adore à la fois. Je la déteste parce que ça implique de poser un jugement sur les gens autour de toi qui est pas toujours très sain. Et je l'adore parce qu'en fait, elle invite les gens à vouloir plus de leurs relations et à ne pas se contenter de relations de surface ou de complaisance ou de relations faciles. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, nos relations, certaines doivent mourir. On a tous un groupe de potes avec qui on a pris nos distances parce qu'en fait, on n'était plus dans le même délire. Ça s'est pas toujours passé facilement, ça n'a pas toujours été évident, mais on l'a fait. Et passé un certain moment, je ne sais pas pourquoi les gens continuent à s'encombrer de certaines relations. Mais non, affranchis-toi. Libère-toi de cette relation. Et ça marche aussi bien pour les gens dans ta famille, que dans ton couple, que de tes potes, que dans ton monde professionnel, voire même des créateurs et créatrices de contenu que tu suis au quotidien sur les réseaux sociaux. Tu as le droit de t'en affranchir. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ce qui t'empêche de faire ça en général, c'est le fait que certaines relations, quand on les laisse mourir, c'est définitif. Et qu'on a un problème avec l'aspect définitif de la mort des relations. Comme on a du mal aussi à se départir du quand dira-t-on et ainsi de suite. Et pourtant, en fait, la quatrième mort que j'aimerais t'inviter à examiner et, et que je considère comme aidante dans le fait de réussir sa vie, ben en fait, c'est notre mortalité à nous. C'est la mort tout court. Alors, j'adore la philosophie stoïcienne. Celle qui te dit que tu peux mourir demain, que chaque jour que tu vis, en fait, est une occasion supplémentaire d'être un exemple de ce en quoi tu crois, de le faire vivre et de le partager aux gens qui sont autour de toi. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée-là. Alors ça se traduit par memento mori. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est, ok, ce matin, je me réveille. Je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais juste ce que je peux faire. Et ce que je peux faire, c'est de mon mieux pour faire vivre mes valeurs, pour faire vivre mes croyances, mes pensées, et par mon comportement, être la différence que je veux voir dans le monde. Et par mes relations, être une influence bénéfique pour les gens autour de moi. Et donc tu comprends pourquoi je t'ai présenté les trois autres morts avant. C'est parce qu'en fait, quand tu arrives à tuer certaines vieilles pensées qui ne sont plus toi,
pour laisser de la place aux pensées qui comptent vraiment, et que tu as laissé mourir certains comportements qui ne sont plus toi, qui ne correspondent plus à ce que tu veux dans le monde, pour mettre en place des comportements beaucoup plus aidants, beaucoup plus sains, et que tu les mets au service de relations qui font beaucoup plus sens pour toi, et des relations qui te nourrissent autant que tu les nourris, bah alors tu vois, demain tu peux prendre un bus de profil, sans le voir venir, et en fait tu continueras à vivre, d'une certaine manière. Et en fait, ça c'est la création de ce que j'appelle moi un patrimoine. Tous mes clients qui sont parents, je les interroge sur quel patrimoine ils vont laisser à leurs enfants. Et quand ils me parlent de thunes, de maisons, de SCI, de machin, je leur dis, ok, ça c'est super. Mais au niveau des idées, au niveau des souvenirs, au niveau des valeurs, tu leur laisses quoi à tes enfants? Parce qu'en fait, ta mort, c'est une succession qui est taxée par l'État, qui est régie par la loi. Ok, ça c'est matériel. Mais c'est aussi une succession, une transmission idéale, conceptuelle. Et celle-là, il n'y a que toi qui décides ce que tu passes à tes enfants. Et c'est pour ça, par exemple, tu vois, je te donne un exemple très simple. Euh, Avec ma femme, on parle travail à table, mais on fait gaffe à toujours donner le contexte aux enfants, à toujours leur expliquer la situation, le pourquoi est-ce qu'on est contrarié ou pourquoi est-ce qu'on est très heureux, pour qu'ils comprennent que le travail n'est pas nécessairement un problème. Moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient parfois très critiques autour de leur vie professionnelle. Et c'est-à-dire que les deux étaient salariés. Du coup, moi, je me suis dit, putain, le salariat, ça a l'air vraiment galère. Et forcément, tu pars pas gagnant quand tu as cette croyance-là qui est passée par tes parents de manière involontaire. Ils m'ont passé des choses volontairement magnifiques et que j'utilise, et des croyances que j'utilise encore chaque jour pour devenir ce que j'aspire à être. Mais celle-là, ils ont pas fait gaffe et je l'ai attrapée, quoi. Et c'est pareil pour toi. Et en fait, là, on est dans la pensée. Donc moi, je l'ai travaillé, cette croyance-là. Mais peu importe. Le fait est que demain, tu prends un bus, encore une fois, sans le vouloir, poum, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens autour de toi, ils auront un souvenir qui est vraiment toi? Et est-ce que, si tu as une descendance, est-ce que ces personnes-là vont se souvenir de toi de la bonne manière? Et en fait, j'adore cette notion-là. En plus, ça se complète la notion de memento mori, la notion de la mortalité qui peut arriver n'importe quand. Je trouve ça vachement intéressant parce que, par exemple, quand on réfléchit d'un point de vue plutôt bouddhiste cette fois-ci, la notion du le bouddhisme en gros c'est quoi? C'est on cherche à ne pas l'arrêt de la souffrance. Je te la fais très très courte, si t'es spécialiste du bouddhisme, désolé, pardon, tout ça, mais voilà. Le bouddhisme c'est quoi? On cherche à ne pas souffrir. Il y a plusieurs racines de la souffrance, il y a le désir, il y a machin, il y a bidule, et il y a un truc aussi, c'est juste potentiellement comprendre que nous sommes impermanents. L'impermanence est l'essence même de la vie. Toute chose vivante, ça c'est un précepte bouddhiste, toute chose vivante est impermanente. Le corps humain est vivant, donc il est impermanent, donc tu es impermanent. Et au moment où tu fais la paix avec ton impermanence, tu peux te libérer de la souffrance liée à l'impermanence. Et c'est ultra intéressant en fait, parce que là, tu vois, on a une société où les gens, ils sont capables de faire des pieds et des mains pour vivre plus longtemps. Et attention, je vais pas te dire, tiens, demain, je vais aller me suicider, je vais me cramer, ainsi de suite. Jamais de la vie. Ce que je veux te dire, c'est que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et qu'aujourd'hui, tu as une chance de prouver par A plus B aux gens qui t'entourent, de montrer un exemple de ce qui te paraît être la bonne manière de te comporter. C'est ça qui compte. C'est pas ce qui va se passer demain, c'est pas ce qui va se passer dans une semaine. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'occasion de montrer ce qui compte pour toi et de le partager. Et ça, tu ne sais pas si ce sera possible demain. C'est ça, apprivoiser sa mort. C'est comprendre que, en gros, tu n'as qu'aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en mode YOLO, ouais, allez, je me mets une biture tous les jours, je crame ma thune et tout ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On est plutôt sur, ok, aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je vois la caissière au supermarché. Et est-ce que j'ai envie que la dernière fois que je la vois, elle ait comme sensation que j'en ai rien à foutre de sa vie? Elle ne m'intéresse pas particulièrement, mais par contre, je ne considère pas que je suis meilleur qu'elle. Donc je la traite correctement. Donc je lui dis bonjour, je lui dis merci, je lui souhaite une belle journée. S'il y a un contretemps, ça arrive. Pourquoi m'énerver sur cette personne qui ne m'a rien demandé? Parce que demain, elle sera peut-être plus là, et je serai une des dernières interactions de sa vie. Ou peut-être que moi, je serai plus là, et ce serait une de mes dernières interactions de ma vie. C'est con, hein? Tu peux te dire, ouais, mais du coup, t'es obsédé par la mort. Non, je suis libéré. Et je t'invite aussi à te libérer de ça.
Parce que franchement, enfin, j'en ai fait un sondage LinkedIn, les gens ont peur de la mort ou préfèrent ne pas y penser. Mais en fait, elle arrivera quoi qu'il arrive, c'est la seule certitude qu'on a dans la vie. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est quand et ce qui se passe après. Mais ça, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est que tu vives pleinement d'ici là. Et que d'ici là, pour vivre pleinement, le plus simple, c'est de vivre selon tes pensées, avec des comportements qui te correspondent, et en nourrissant des relations qui te correspondent et te plaisent. C'est ça, réussir sa vie grâce à la mort. C'est tout simplement apprivoiser ta mortalité, l'appréhender différemment, non pas comme étant quelque chose qui fait peur, mais comme quelque chose qui arrivera et un gentle reminder, comme dirait l'autre, un doux rappel que chaque jour que tu as est un cadeau et l'occasion de vivre selon ce qui compte pour toi. Allez, salut.